Il courait après la voisine âgée et lui paye maintenant une pension. C'est une ignominie, une imposture des plus sordides. Vous ne croirez jamais ce que Pierre, cet homme que nous pensions tous respectable, cet individu à la façade si lisse et au sourire si bien rodé, forcé de faire. Obligé par une sorte de fatalité moderne de verser chaque mois une somme astronomique à Geneviève, sa voisine, une vieille femme dont l'âge n'a d'égal que la ruse. Oui, vous avez bien lu. Il lui verse une pension, une rente à vie, figurez-vous. Est-ce concevable? Qui aurait pu imaginer une telle perversité sous des dehors si ordinaires? Comment en est-on arrivé là, à cette situation absurde, où la proie devient le bourreau et le prédateur, le généreux bienfaiteur malgré lui? Imaginez un peu la scène. Cet homme, dont la réputation était jadis immaculée, dont les affaires prospéraient, se retrouve contraint de dilapider sa fortune pour entretenir une femme qui, il n'y a pas si longtemps encore, était l'objet de ses basses convoitises. Oh, ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour contrarié, ni d'une passion romantique éteinte par les années. Non, c'est bien plus sombre, bien plus vicié que cela. C'est une histoire de manipulation, de harcèlement sournois et, finalement, d'une vengeance froide, calculée, qui a pris la forme d'une obligation financière qui le ronge jusqu'à l'os. Est-ce là la justice que nous méritons, où l'on extorque l'argent sous couvert d'une dignité bafouée? Je l'ai vu de mes propres yeux. Cet homme, Pierre, autrefois si fier, le voilà courbé, l'air hagard, chaque fin de mois, lorsqu'il doit s'acquitter de ce tribut infâme. Il était pourtant celui qui, des semaines durant, avait semé le trouble dans la vie tranquille de Geneviève. Des bouquets de fleurs trop insistants, des visites inopinées, sous des prétextes futiles, des regards pesants qui mettaient mal à l'aise. Oh, une petite attention pour ma charmante voisine, disait-il avec une fausse débonnaire. Mais nous, les voisins, nous savions. Nous sentions l'odeur du guet-apens, l'arrière-goût de la préméditation. Jusqu'où peut aller l'aveuglement d'un homme pris dans son propre jeu? Et comment une femme, si frêle en apparence, a-t-elle pu retourner la situation à ce point? Mais qu'avait-il donc en tête, le pauvre fou, pour s'acharner ainsi sur une femme dont la sagesse et la sérénité devaient être respectées? Était-ce une pulsion inexplicable? Une tentative pathétique de raviver une flamme éteinte en lui, en s'accrochant à la dernière étincelle de vie qu'il voyait chez cet aîné? Ou bien, et c'est là le plus monstrueux, y avait-il une idée, une ambition cachée, une intention inavouable derrière cette cour assidue? On murmure des choses, des détails si salaces qu'on ose les répéter à voix haute, de peur de souiller l'air que nous respirons. Quels secrets, quelles manœuvres honteuses se sont tramées dans l'ombre de ces rencontres forcées. La vérité est-elle si indicible qu'elle a dû être scellée par un pacte d'argent? Et maintenant, le voilà, Pierre, le visage défait, les poches vides, contraint de payer encore, sans fin apparente. Pour elle, pour Geneviève, qui reçoit cet argent comme un dû, avec une dignité glaciale qui masque mal une satisfaction malicieuse. Elle, la victime apparente de ses avances, est devenue la geôlière de sa bourse, la tortionnaire de son âme. Elle vit désormais dans un confort relatif, tandis que lui voit son patrimoine fondre comme neige au soleil. Quelle ironie cruelle du destin!
N'est-ce pas la preuve que même les plus audacieux, les plus manipulateurs, peuvent tomber dans leur propre piège? Mais qui, au juste, est la véritable victime dans cette mascarade? Et la loi, que dit-elle de tout cela? Comment une telle entente a-t-elle pu être validée? Les rumeurs courent, vous savez. Elle s'amplifie, se déforme. Mais au fond, une seule question demeure. Quelle est cette terrible vérité que Geneviève détient sur Pierre? Quel levier a-t-elle actionné pour inverser si radicalement les rôles? On parle d'un incident, d'une confrontation des plus humiliantes, d'un moment où la dignité de Geneviève aurait été bafouée de la manière la plus ignoble. Mais la nature exacte de cet incident, oh, elle reste enveloppée d'un voile de mystère que personne n'ose vraiment soulever. On craint les répercussions, les ondes de choc que la vérité pleine et entière pourrait engendrer. N'est-ce pas fascinant de voir comment le silence peut être acheté à prix d'or? Jusqu'où s'étend l'emprise de cette vieille femme? Il paraît que Pierre avait des projets, des envies de grandeur, des ambitions politiques, peut-être. Et cette affaire, cette liaison forcée avec sa voisine âgée, aurait pu anéantir tout cela en un clin d'œil. La réputation, c'est fragile, n'est-ce pas? Un château de cartes que le moindre souffle peut faire s'écrouler. Et Geneviève, elle, tenait ce souffle entre ses mains, ce pouvoir dévastateur. Elle a su l'utiliser avec une maîtrise diabolique. Elle a brandi la menace du scandale public, de la révélation fracassante, de la déchéance sociale. Et Pierre, terrorisé à l'idée de voir son monde s'effondrer, n'a eu d'autre choix que de plier. Mais y a-t-il une limite à cette pression, à cette servitude financière? N'est-ce pas une forme de chantage légalisé? Chaque fois que je croise Pierre, il évite mon regard. Ses épaules sont voûtées, son pas est lourd. Il est l'ombre de lui-même, la vie, la joie. Tout ce qui faisait de lui cet homme affable ont été aspirés, drainés par cette rente infernale. Et Geneviève, elle, arbore parfois un petit sourire en coin, une satisfaction discrète mais perceptible, comme si elle savourait chaque instant de cette revanche. C'est un tableau macabre, une pièce de théâtre dont nous sommes les témoins impuissants. Une véritable tragédie moderne, jouée sous nos yeux, dans l'indifférence ou la fascination de tous. N'est-ce pas là le reflet le plus sombre de nos sociétés, où l'argent peut acheter le silence, la dignité et même la rédemption forcée? Qu'est-ce qui le pousse à continuer de payer malgré tout? On dit qu'il a tenté de s'y opposer, de protester, de crier à l'injustice. Mais chaque tentative s'est heurtée à un mur infranchissable, à la menace persistante que tout serait révélé, que son nom serait traîné dans la boue de la place publique. Il n'avait aucune issue, aucune porte de sortie. Il était pris au piège, comme un animal dans les rets d'un chasseur expert. Et ce chasseur, c'était elle, Geneviève, la petite vieille du 3e étage, celle qu'il avait tant courtisée avec une arrogance si déplacée. C'est une histoire à faire froid dans le dos, une leçon d'humilité forcée pour tous ceux qui pensent pouvoir jouer avec les sentiments des autres. Est-il le seul dans cette situation invraisemblable? Quelles sont les ramifications de cette affaire? Le montant de cette pension, lui aussi, est un secret de polichinelle. On murmure des chiffres à faire pâlir les plus fortunés. Des milliers, oui, des milliers d'euros chaque mois. Pour une femme qui, il y a encore quelques années, vivait modestement de sa petite retraite. Et maintenant, elle se permet des luxes, des petites folies,
des voyages dont elle n'aurait jamais osé rêver, tout cela payé avec le labeur et le déshonneur de Pierre. C'est une injustice criante, un vol manifeste, même si la loi, on ne sait par quel tour de passe-passe démoniaque, semble cautionner cette monstruosité. N'y a-t-il donc personne pour s'élever contre cette ignominie? Aucun recours pour cet homme ruiné par sa propre folie et la ruse d'une femme? La dignité peut-elle être tarifée à ce point? Mais qu'a-t-il donc fait de si grave pour mériter un tel châtiment? La question hante les esprits. Elle résonne dans les couloirs de l'immeuble. Elle s'immisce dans nos conversations les plus intimes. Était-ce une simple tentative de séduction malheureuse? Ou y avait-il derrière ces manières affables un plan bien plus machiavélique, une intention vraiment inacceptable? Le mystère plane, épais, lourd de non-dites et de suppositions. Et ce mystère, il est la clé de la puissance de Geneviève, la source de sa capacité à tordre la vie de Pierre à sa guise. Car, tant que la vérité ne sera pas entièrement dévoilée, le chantage continuera, implacable, destructeur. Est-ce que ce secret est si dévastateur qu'il justifie une telle torture financière? Les regards de pitié que l'on porte à Pierre se mêlent à une sorte de curiosité malsaine, à une fascination pour le scandale. C'est le revers de la médaille pour celui qui, jadis, aimait tant attirer l'attention. Aujourd'hui, il l'attire, mais pour des raisons bien différentes, bien plus sombres. Il est devenu la risée, le sujet des conversations chuchotées, le personnage principal d'une fable morale dont il est à la fois le héros déchu et le méchant puni. Et Geneviève, elle, continue d'encaisser, forte de son silence et de son pouvoir, une énigme souriante qui défie toute logique et toute morale. N'est-ce que pas là l'illustration parfaite que le crime, ou du moins le délit moral, peut parfois être récompensé de la manière la plus outrageante qui soit? Mais comment cette dame, Geneviève, que tout le monde prenait pour une douce mamie inoffensive, a-t-elle pu tisser une toile si redoutable autour de Pierre? C'est la question qui nous taraude, qui nous empêche de dormir, qui nourrit toutes les conversations sous le manteau. On raconte qu'elle a méticuleusement, patiemment, collecté des preuves accablantes, des témoignages indirects, des faits troublants sur les agissements de Pierre. Elle n'était pas la victime passive qu'il imaginait. Oh que non! Elle aimait la patiente araignée, attendant son heure, observant les moindres faux pas de celui qui la convoitait d'une manière si déplacée. Elle a transformé chaque attention déplacée de Pierre en une charge explosive, prête à être déclenchée. Est-ce de la légitime défense ou une ruse diabolique? Il se murmure qu'il y a eu des enregistrements. Oui, des enregistrements secrets, des conversations piégées, des mots prononcés sous l'emprise de l'alcool ou de l'impulsivité, des promesses vagues et des menaces voilées. Pierre, dans son aveuglement, dans son arrogance de séducteur sans scrupules, n'aurait jamais soupçonné qu'une femme d'un tel âge puisse être capable d'une telle clairvoyance, d'une telle prévoyance. Il pensait avoir affaire à une proie facile, à une âme esselée qu'il pourrait manipuler à sa guise. Mais c'était lui le pantin, et elle, la marionnettiste invisible. N'est-ce pas une inversion des rôles dignes des plus grands thrillers psychologiques? Quelle était la nature exacte de ces enregistrements? Et comment ont-ils pu être obtenus? Imaginez le choc quand Pierre a découvert le poteau rose. Lorsqu'elle a déballé son jeu, dévoilé ses cartes, une à une,
avec un calme olympien qui devait masquer une colère froide et une détermination implacable. Elle lui a présenté l'inéluctable. Soit il cédait à ses exigences, soit toute sa vie, toute sa réputation s'écroulerait comme un château de sable emporté par la marée. Ses ambitions politiques, ses relations d'affaires, son image de père de famille exemplaire, tout aurait été pulvérisé. Le scandale aurait été retentissant, irrémédiable. Il était pris à la gorge, littéralement. Mais quel est ce scandale qui justifiait une telle menace, une telle implosion publique? Est-ce que même sa propre famille était au courant des détails de ces turpitudes? Sa femme, pauvre femme, les enfants, ils paient aussi le prix de l'insouciance et de la perversité de Pierre. Car cette pension, cette somme colossale, elle pèse sur le budget familial. Elle ampute leur avenir. Elle ruine leur quiétude. Ils vivent dans l'ombre de cette histoire infâme, subissant les chuchotements, les regards curieux, la honte diffuse. Les enfants se posent des questions, leur innocence bafouée par les actes répréhensibles de leur père. Et la femme de Pierre, elle, doit faire semblant, sourire en public, maintenir la façade, alors que son cœur doit saigner à l'idée que son mari entretient une autre femme, fût-elle une voisine âgée avec leur argent. N'est-ce que pas là une cruauté indicible, un drame familial qui dépasse l'entendement? On raconte que Pierre a même envisagé de fuir, de disparaître, de s'exiler loin de cette humiliation et de cette ponction financière insupportable. Mais Geneviève avait tout prévu. Elle avait des avocats prêts à déchaîner l'enfer judiciaire sur lui, des journalistes déjà informés, tapis dans l'ombre, à l'affût de la moindre défaillance. Il était piégé, menotté par les règles d'un jeu dont il n'avait jamais saisi l'ampleur des enjeux. Chaque tentative de rébellion ne faisait que renforcer l'emprise de Geneviève, la rendant encore plus puissante, encore plus inébranlable. N'est-ce pas incroyable de voir comment une seule personne peut tenir une autre dans une telle emprise psychologique et financière? Et où est la limite de cette oppression? La loi, hélas, dans ce genre d'affaires complexes, où l'honneur bafoué se mêle à des preuves tangibles et à la peur du scandale, peut être un allié inattendu pour les manipulateurs. Geneviève a su naviguer dans ces eaux troubles avec une habileté déconcertante. Elle a su présenter son cas comme celui d'une femme âgée, abusée et humiliée, exigeant réparation pour le préjudice moral et le trouble engendré. Et face à la menace de l'exposition publique, face aux preuves accablantes que Pierre s'était bêtement laissé soutirer, même les juges n'auraient pu ignorer la clameur potentielle d'un tel déballage. N'est-ce que pas un constat amer de notre système judiciaire, où la réputation peut valoir plus que la vérité nue? Les détails de l'arrangement sont tenus secrets, gravés dans le marbre d'un document confidentiel que personne n'a jamais vu. Mais on sait qu'il est implacable, irrévocable. Pierre a dû signer, sous la contrainte morale et la peur panique, un pacte qui le lie à Geneviève pour le restant de ses jours. Ou du moins tant qu'elle sera en vie, c'est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, un fardeau qu'il traînera jusqu'à sa tombe. Il est devenu l'esclave de sa propre débauche, le prisonnier de ses propres bassesses. N'est-ce pas la vengeance ultime pour une femme bafouée? Et qui peut dire ce que contenait réellement ce document pour qu'il soit si contraignant? Quels autres détails honteux étaient-ils sous-jacents? Et Geneviève, elle, quelle est sa véritable nature? Est-ce une sainte vengeresse, une victime qui a su se relever avec panache et intelligence? Ou est-ce une prédatrice encore plus raffinée que Pierre,
qui a vu là l'occasion de s'assurer une fin de vie dorée, sur le dos d'un homme qu'elle savait vulnérable à la pression. Les avis sont partagés, les discussions enflammées. Mais une chose est certaine, elle a gagné la partie, elle a triomphé. Et son triomphe se compte en milliers d'euros chaque mois, en une vie de confort inattendu, en une satisfaction muette qui la rend plus énigmatique que jamais. N'est-ce pas une ironie mordante que de voir une femme âgée devenir le symbole d'une revanche éclatante? Les voisins se sont divisés en deux camps. Ceux qui plaignent Pierre, voyant en lui un homme tombé dans un piège diabolique, et ceux qui estiment que c'est bien fait pour lui, qu'il a récolté ce qu'il a semé. Mais peu importe le camp, personne ne peut ignorer la puissance de cette histoire. L'impact qu'elle a eu sur nos vies, sur notre perception de la justice et de la morale. C'est une leçon brutale sur les conséquences de nos actes, sur la capacité de chacun à devenir bourreau ou victime, et parfois même les deux à la fois. Mais dans cette affaire, le rôle de Pierre est clair, celui du puni, celui qui paie le prix fort. Et le sien est un calvaire sans fin, semble-t-il. La rancune peut-elle être aussi puissante qu'une décision de justice? La vie dans l'immeuble n'est plus la même depuis cette affaire. Une tension palpable règne, un silence gêné lorsque Pierre ou Geneviève traversent le hall. C'est un rappel constant de ce qui s'est passé, de ce qui continue de se passer. Chaque sonnette qui retentit, chaque conversation qui monte des étages, est scrutée, analysée, à la recherche du moindre indice, de la plus petite fissure dans la façade des protagonistes. C'est un huis clos permanent, une pièce de théâtre dont les acteurs ne peuvent jamais quitter la scène. Et le public, nous, les voisins, nous restons là, fascinés et horrifiés, à attendre le prochain acte, la prochaine révélation, même si nous savons que le rideau ne tombera jamais vraiment sur cette histoire. Le pire, c'est que cette pension n'est pas qu'une affaire d'argent. C'est une humiliation quotidienne, un rappel constant de ses erreurs, de ses fautes. Chaque virement est un coup de poignard, chaque relevé bancaire, une blessure qui se rouvre. Pierre est ligoté par cet accord maudit, non seulement financièrement, mais psychologiquement. Il vit dans la terreur que de nouveaux détails émergent, que Geneviève, dans un accès de fureur ou d'ennui, ne décide de rompre le silence sur d'autres aspects encore plus sordides de leur relation forcée. C'est un supplice mental, une torture lente et insidieuse qui le ronge un peu plus chaque jour. Combien de temps pourra-t-il supporter ce fardeau écrasant sans craquer complètement? L'apogée de cette odieuse mascarade eut lieu un matin glacial dans le bureau feutré d'un notaire, devant des avocats aux mines graves et des piles de documents juridiques. Ce n'était pas un procès public, non, ce n'était pas nécessaire. Geneviève, avec sa ruse inégalée, avait compris que le scandale latent était une arme bien plus puissante qu'un jugement rendu devant tous. Elle n'avait pas besoin de la publicité, juste de l'engagement irrévocable, de la signature qui scellerait le destin de Pierre. Il était là, assis, le dos raide, le visage blême, ses mains tremblantes s'agrippant à la plume, qui allait noircir sa propre condamnation. 1 million d'euros, 1 million d'euros. C'est le montant qui est murmuré, la somme incroyable qui aurait été convenue, étalée sur plusieurs années, sous forme de cette pension maudite. N'est-ce pas une fortune volée, une vie brisée pour des fautes, certes, mais dont le châtiment semble démesuré? Ce jour-là, dans ce bureau confiné, sous le regard impassible des hommes de loi, Pierre a tout perdu,
son honneur, sa fortune, sa dignité. Geneviève, elle, était présente, drapée dans un tailleur élégant, le menton haut, un sourire à peine esquissé sur ses lèvres fines. Elle n'avait pas dit un mot. Son silence était assourdissant, plus éloquent que n'importe quel discours. Elle était la victorieuse, celle qui avait su transformer l'humiliation en un capital inestimable. C'était une image glaçante, l'incarnation même de la vengeance froide et calculée. Qui aurait pu croire qu'une femme aussi âgée, aussi apparemment frêle, pouvait receler une telle force, une telle malice? Et comment Pierre a-t-il pu, en si peu de temps, devenir l'objet d'une telle revanche? Depuis ce jour fatal, la vie de Pierre est devenue un enfer pavé de remords et de contraintes. Il a dû vendre sa magnifique voiture de sport, cet orgueil roulant qui témoignait de sa réussite. Son somptueux appartement, avec vue imprenable sur la ville, est également menacé. Les projets de vacances lointaines, les dîners luxueux, les cadeaux coûteux pour ses enfants, tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. Il vit désormais dans la peur constante de ne pas pouvoir honorer la prochaine échéance, de voir son nom, enfin jeté en pâture aux médias, qui n'attendent qu'un faux pas de sa part. C'est une déchéance programmée, une descente aux enfers orchestrée avec une précision chirurgicale par sa propre victime. N'est-ce pas la preuve que l'argent peut aussi acheter la ruine d'une vie? Et Geneviève, elle mène grand train, avec une insolence à peine dissimulée. Des tenues neuves, des bijoux qui scintillent, des sorties régulières au théâtre et au restaurant. Elle s'est même offert une cure thermale de plusieurs semaines. Un luxe inimaginable pour elle il y a encore quelques mois. Elle semble rajeunie, revigorée, comme si l'argent de Pierre lui avait insufflé une nouvelle jeunesse, une nouvelle vitalité. C'est une provocation constante, une gifle supplémentaire à la face de celui qui a ruiné sa vie pour la nourrir. Elle se promène parfois dans le hall de l'immeuble, les yeux brillants d'une satisfaction difficile à interpréter, croisant Pierre sans un mot, mais avec un regard qui en dit long. N'est-ce pas là le summum du sadisme, cette jouissance à contempler le désespoir de son bourreau? Les enfants de Pierre, eux, sont les dommages collatéraux de cette guerre secrète. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père est si triste, pourquoi les fins de mois sont devenues si difficiles. Ils sentent une tension latente à la maison, des silences pesants, des regards furtifs entre leurs parents, la belle image du père protecteur, du pourvoyeur généreux, s'écaille peu à peu. Leur enfance est assombrie par les fautes de ce lieutenant qui, par son arrogance et sa légèreté, a fait basculer toute leur famille dans la précarité et la honte. Comment ces jeunes âmes innocentes pourront-elles jamais se remettre de cette trahison et de ses conséquences? Et la femme de Pierre, comment supporte-t-elle cette situation où son mari n'est plus qu'une coquille vide, une ombre sans ressources? On ne peut s'empêcher de se poser la question. Cette femme âgée, Geneviève, était-elle vraiment la victime innocente qu'elle prétendait être? N'y avait-il pas une part d'elle qui attendait, qui espérait une opportunité de cette sorte pour sortir de l'anonymat et de la précarité? Le monde n'est-il pas rempli de gens qui se cachent derrière une façade de faiblesse pour mieux manipuler leur entourage? C'est une perspective effrayante qui jette une lumière crue sur la nature humaine et ses pires travers. Car si Geneviève a effectivement orchestré tout cela avec une telle maestria, alors elle n'est pas une simple victime.
mais une véritable artiste de la machination, une virtuose de la vengeance froide. Est-ce que cette histoire va changer la perception de la vieillesse et de la vulnérabilité? L'affaire Pierre et Geneviève est devenue une légende urbaine dans notre quartier, une mise en garde murmurée à ceux qui se croient au-dessus des lois, des conventions et de la morale. Elle est la preuve vivante que la roue tourne et que les arrogants finissent toujours par payer le prix fort, parfois là où ils s'y attendent le moins. C'est une histoire qui fait froid dans le dos, qui nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que les motivations les plus sombres peuvent se cacher derrière les sourires les plus avenants. Une histoire qui, hélas, n'aura pas de fin heureuse pour Pierre, dont la vie est désormais un fardeau, une dette éternelle envers celle qu'il a un jour courue après. Il n'y a plus de retour en arrière possible, le couperet est tombé. Pierre paillera encore, jusqu'à ce que le destin ou la nature intervienne. Il est devenu un exemple, une marionnette dans les mains d'une femme qui a su tirer profit de ses faiblesses les plus intimes. Le silence qui entoure cette affaire est pesant. Il est le témoin d'une injustice que personne n'ose vraiment nommer, d'un châtiment qui dépasse l'entendement. Et au milieu de ce chaos émotionnel et financier, Geneviève trône, sereine, riche et énigmatique, ultime gagnante d'une partie où les règles ont été définies par sa propre ruse.